Bien, alors bonjour à tous, nous allons commencer. Quelques petites remarques avant de commencer vraiment le cours. Je suppose que la plupart d'entre vous ont reçu un mail leur indiquant le lieu où ils pouvaient récupérer les PowerPoint du cours et l'enregistrement également. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore reçu, c'est parce que vous m'avez envoyé votre adresse mail après vendredi. Je crois que j'ai fait l'envoi vendredi, donc je vais compléter le mailing et puis refaire un nouvel envoi plus complet pour les retardataires dans quelques jours. S'il n'y a pas de questions particulières, je vais donc commencer tout de suite. Je vais juste vous dire que là, comme nous avons vraiment 2 heures, on fera une pause quand même au bout d'1 heure pour que vous gardiez quand même de la concentration. Donc voilà, on arrêtera à peu près à -5 et on reprendra à 12h10. Bien, alors la dernière fois, donc je fais quelques rappels pour rafraîchir les mémoires. J'ai passé un petit peu de temps à expliquer l'intérêt qu'il pouvait y avoir à déplacer la question du sens vers la question de la compréhension, dans la mesure où le problème du sens est un problème, enfin disons le concept de sens est un concept un peu flou, très abstrait, difficile à cerner, et que de toute façon on ne délimitera que d'une façon assez arbitraire. Donc l'idée est de s'interroger plutôt sur la compréhension au sens où le sens est ce qui se comprend ou ce qui ne se comprend pas. Et l'intérêt de cette perspective, c'est donc d'avoir une certaine évidence de la notion de compréhension que chacun peut partager, et puis une observabilité, ça peut s'observer de l'extérieur, en 3e personne, si l'on comprend ou si on ne comprend pas. Je repense à une petite information, pardonnez-moi, je fais une parenthèse, c'est au sujet de la salle. À partir de la semaine prochaine, on est à l'amphithéâtre Champollion. Je vous le redirai dans l'envoi, mais on garde le créneau 11h-13h. Bien, le deuxième point, c'était, bon ça je n'y reviens pas, c'était d'essayer de ne pas séparer l'investigation linguistique au sujet du sens des grandes questions fondamentales que les sociétés humaines se posent au sujet du sens. Au plan strictement linguistique, et c'est cela qui va déterminer au fond l'organisation du cours, on a distingué différents plans de manifestation du sens, celui du mot, lexical ou grammatical, donc sémantique, lexical, sémantique, grammatical, celui de la phrase, sémantique de la phrase ou sémantique phrastique, celui du discours oral. Alors, j'avais indiqué sémantique discursive, mais c'est très ambigu parce que, je vous l'avais dit, le terme sémantique discursive est utilisé en France avec un tout autre sens, donc il serait préférable de parler, je rectifierais, de sémantique du discours oral. Et enfin, la sémantique du texte, la sémantique textuelle. Alors, j'avais bien insisté sur le fait qu'il y a, quel que soit le niveau où on se situe, des stratégies ascendantes et descendantes, c'est-à-dire que tantôt ce sont les unités de haut niveau qui vont nous informer sur le sens d'unités de bas niveau, tantôt c'est l'inverse. Il y a vraiment ces deux stratégies qui sont simultanées cognitivement et qu'on ne peut pas ne pas mettre en œuvre. J'avais enfin terminé sur l'idée que le mot, ce qu'on appelle ordinairement le mot, gagne à être nommé dans la terminologie linguistique une unité lexicale. Une unité lexicale qui peut être soit monolexicale, lorsque l'unité lexicale est composée d'un seul mot, soit polylexicale, lorsque l'unité lexicale est composée de plusieurs mots. On avait vu avec table ronde, casser sa pipe, etc., qu'on avait des unités lexicales composées de plusieurs mots. Bien. Alors, ce que je vais voir avec vous, c'est donc le deuxième point aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir,
Mais la question à laquelle je vais essayer de répondre pendant ces 2 heures, c'est, une fois qu'on sait ce que c'est qu'une unité lexicale, une fois qu'on a clarifié le sens de l'unité lexicale, on peut se poser la question de son utilité, de son utilisation, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, selon différents points de vue. Alors, il nous faudra aborder, bien sûr, la question traditionnelle du rapport entre les signes, en général, l'unité lexicale étant considérée comme un type de signe particulier, donc le rapport général entre les signes, la pensée et le monde. Est-ce que les signes renvoient à des représentations mentales, à de la pensée? Est-ce qu'ils renvoient au monde? Les deux, bref, comment cela fonctionne? Il faudra éclaircir cette question. Ensuite, on s'intéressera sur un plan assez descriptif aux composantes de l'unité lexicale. Qu'est-ce qu'il y a dans une unité lexicale? Il y a du signifiant, du signifié, mais il y a aussi d'autres choses que j'appelle ici les composantes associées. L'une des questions primordiales au sujet des unités lexicales, et au sujet en particulier de leur fonctionnement, c'est la question de la dénomination, en particulier distinguée de la désignation. Il y a encore une chaise là, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez la prendre. Enfin, on verra que le concept de catégorie est essentiel. Les unités lexicales, de leur rôle fondamental, c'est de renvoyer à des catégories mentales. Donc il faudra clarifier ce que c'est que cette notion de catégorie. Et enfin, on parlera un peu de la polysémie parce que, vous le savez, la plupart des mots ne renvoient pas à une seule catégorie, mais ont plusieurs significations, donc renvoient à plusieurs catégories. Alors ça complique un petit peu le problème, et ça veut dire qu'il faut absolument poser cette question. On ne comprend pas une unité lexicale si on ne la comprend pas dans sa polysémie. Alors, j'aurais aimé, en fin de cours, mais peut-être que je ne le ferai que la semaine prochaine, utiliser tout cela pour essayer de réfléchir à une petite anecdote du monde politique contemporain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des dernières déclarations de Nadine Morano au sujet du fait que la France était un pays de race blanche. Donc qu'est-ce que ça veut dire de dire cela? Qu'est-ce que c'est la race blanche? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser de telles unités lexicales? On verra sans doute ça la semaine prochaine comme un exemple d'application de ce type de description. Alors, donc, premier point, à quoi sert une unité lexicale? La première chose qu'on peut dire, disons pour entrer dans des approximations générales au début, c'est que le rôle des unités lexicales est fondamental, semble fondamental par rapport aux unités grammaticales. On a l'impression tout de même que le sens est véhiculé prioritairement par les unités lexicales et que les unités grammaticales ne servent au fond qu'à manipuler ces unités lexicales. D'ailleurs, lorsque c'est une chose qui n'appartient plus aujourd'hui à notre époque, mais lorsque vous réduisez une phrase à son squelette comme un télégramme, si vous dites par exemple j'arriverai par le train de Paris de 8h25, vous pouvez résumer, vous pouvez véhiculer à peu près la même signification en disant arriver, train Paris 8h25. Vous pouvez supprimer les mots grammaticaux. On peut conserver très largement le sens lorsque on supprime les mots grammaticaux, les unités grammaticales. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains linguistes
En particulier, Lucien Ténière considérait que les mots grammaticaux étaient des mots vides, des mots vides, et que les mots lexicaux étaient au fond des mots pleins. Bon, alors c'est une dénomination un petit peu, qui pose pas de problème si on est clair sur ce qu'elle signifie, mais c'est quand même un peu gênant de parler des mots grammaticaux comme de mots vides. Ça donne l'impression qu'ils ne véhiculent pas du tout de sens. Oui, ils en véhiculent du sens, mais on verra, c'est un sens différent, un sens de nature différente qui est un sens instructionnel. Donc, les unités lexicales, ce sont elles qui portent le plus le sens. D'ailleurs, quand vous apprenez des langues étrangères, le plus souvent, vous apprenez des mots d'abord, vous apprenez le sens de certains mots, vous apprenez des mots, des noms, des verbes, etc., et vous vous débrouillez avec ça. Et vous pouvez vaguement parler en ayant une syntaxe totalement déficiente et vaguement vous faire comprendre en disant, je sais pas moi, si vous maîtrisez à peine le français, que vous voulez demander quelque chose à manger, vous pouvez dire moi manger pain. Voilà. Ça suffira peut-être à l'interlocuteur pour comprendre ce que vous voulez dire. Bien. Il y a une distinction sur laquelle je reviendrai ensuite, mais je voudrais ici au moins la clarifier sur un point particulier. C'est la distinction entre l'unité lexicale, ou le sens de l'unité lexicale, et le concept. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, bien sûr, mais ce qu'on peut dire tout de suite, et qui est particulier aux unités lexicales par rapport aux concepts, c'est que les concepts sont simplement des catégories, mais que les unités lexicales, elles appartiennent à une partie du discours. Une unité lexicale ne peut pas ne pas appartenir à une partie du discours. Une unité lexicale, c'est obligatoirement soit un nom, soit un verbe, soit un adverbe, soit un adjectif. Si vous prenez le concept de courir, eh bien, le concept de courir, il est le même que vous utilisiez courir, course, il a couru, etc. Alors que l'unité lexicale, elle va varier. On va avoir le substantif, le verbe, etc. Alors, certains linguistes ont distingué cela d'une manière très précise. En l'occurrence, ici, je donne l'exemple de Gustave Guillaume, qui est un linguiste français important de la première moitié du XXe siècle, qui distinguait dans ce qu'il appelle la lexigénèse, c'est-à-dire la genèse du mot, comment le mot se construit mentalement. Il distinguait deux moments, un moment d'idéogénèse, qui est la construction du concept en quelque sorte, et un moment de morphogénèse, où le concept est pourvu de propriétés grammaticales. J'aurai peut-être d'autres occasions de vous parler du modèle guillaumien. Vous voyez ici qu'il y a une flèche qui va du haut vers le bas. En fait, ça n'est pas indiqué ici, mais là c'est le pôle du général ou de l'universel, et là c'est le pôle du particulier ou du singulier. Et son idée, c'est que l'idéogénèse, elle consiste en l'extraction de l'ensemble du pensable d'un concept particulier. Donc si vous voulez, dans l'idéogénèse, on va du plus général au plus particulier. Si vous voulez, d'une chose très générale, par exemple entité, chose, ensuite objet, meuble, et en bas on va avoir chaise par exemple. Donc l'idéogénèse est un procès, disons, qui va vers le particulier, particularisant, et la morphogénèse est un procès généralisant parce que le concept, aussi particulier qu'il soit à l'issue de son idéogénèse, eh bien, quand il devient une catégorie grammaticale, lorsqu'il devient ce concept un nom, un adjectif, un adverbe, etc., il devient un nom, un adjectif, un adverbe comme tous les autres. Donc, il est reversé dans la catégorie générale des parties du discours.
Bien, pour l'instant, c'est simplement une illustration. Je ne vous demande pas de retenir le détail de cette présentation théorique, si vous voulez, de la construction du mot. C'était simplement pour bien vous montrer comment on doit intégrer dans le sens de l'unité lexicale deux éléments, des éléments qui sont d'ordre conceptuel et des éléments qui sont d'ordre grammatical, qui renvoient aux propriétés de chaque type d'unité lexicale. Par exemple, le verbe, il va avoir un certain nombre de propriétés. Il va varier, il va avoir une flexion, il va s'accorder avec le sujet, il va pouvoir varier selon le temps, le mode, etc. Le nom va pouvoir varier en nombre également, l'adjectif va varier également en genre. Bon, toutes ces propriétés sont des propriétés de la morphogénèse. Un concept, ça ne varie pas en genre, en nombre, ça n'a pas de temps, etc. Un concept, c'est une pure catégorie. Bien, bon. Alors, je le disais, il faut également... n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez une précision sur tel ou tel aspect, vous pouvez m'interrompre. Je laisserai un petit peu de temps quand j'aurai fini le chapitre pour les questions. Mais vous pouvez poser les questions pendant le fil de mon propos si vous le souhaitez. Alors, je dis un mot maintenant des approches très classiques, très traditionnelles, que vous avez sans doute déjà vues d'ailleurs, au sujet du lien entre mot, concept et monde. Bien. Ou entre signe, concept et monde. Alors, ici, dans cette représentation graphique, vous avez une illustration de l'approche saussurienne telle qu'elle apparaît dans la Vulgate du cours de linguistique générale, c'est-à-dire le cours tel qu'il a été publié, qui ne reflète pas la pensée précise de Saussure, mais qui, vous le savez, a été élaboré à partir de notes des étudiants de Saussure et de diverses autres sources. La particularité de l'approche saussurienne, qui distingue, comme vous le savez, le signifié et le signifiant, dans une première formulation, concept et image acoustique, et dans une seconde formulation, signifié et signifiant, donc on s'arrêtera uniquement sur signifié et signifiant. La particularité de cette approche, c'est qu'elle ne prend absolument pas en compte le pôle monde, le pôle référentiel, le pôle des choses du monde. C'est une théorie du signe qui est binaire, qui ne contient que deux constituants, le signifié et le signifiant. Bien. Alors, c'est vraiment une originalité dans l'ensemble des théories du signe. C'est une invention très remarquable de la part de Saussure que d'avoir mis de côté mis de côté de l'analyse linguistique, disons, de la description linguistique, la description des signes linguistiques, tout ce qui concerne les propriétés du monde. Pourquoi fait-il cela ? Bien, en très résumé, c'est pour s'opposer très clairement à ce qu'il appelle une vision nomenclaturiste de la langue. Une vision nomenclaturiste de la langue, c'est une vision de la langue comme une nomenclature, c'est-à-dire une liste de mots qui correspond à une liste de choses. Ça signifie quoi ? Ça signifierait que dans le monde, il y a un certain nombre de choses. Il y a des gens, il y a des hommes, des femmes, il y a des chaises, des tables, des arbres, des fenêtres, des maisons, etc. Il y a des choses qu'on peut décrire dans le monde. Et il y a un mot pour chacune de ces choses du monde. Ça, c'est une conception nomenclaturiste de la langue. Alors, simplement, il y a différentes langues, parce que chaque langue utilise un mot différent pour la même chose. L'idée de Saussure, c'est que ça n'est pas ainsi que sont structurés les signes linguistiques. Les signes linguistiques ne sont pas structurés pour être un
décalques de l'organisation du monde. Ils ont une organisation interne propre. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la valeur, c'est-à-dire que chaque signe se définit par ses oppositions avec les autres signes. Les signes se définissent entre eux. Hein, et ils peuvent être utilisés, bien sûr, pour désigner des choses du monde, mais leur organisation interne ne reflète pas l'organisation du monde. Autrement dit, d'une langue à l'autre, on n'aura pas forcément le même découpage conceptuel. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion. Bien, donc c'est une conception binaire du signe qui met en jeu deux concepts qui sont donc le signifiant et le signifié. Ces deux concepts, signifiant et signifié, sont très clairement pour Saussure ce qu'il appelle des entités psychiques. Hein. C'est le vocabulaire de l'époque, on dirait aujourd'hui des entités mentales. Pourquoi le signifiant est une entité mentale ? Eh bien, le signifiant, ça correspond à ce qu'on note par les caractères de l'alphabet phonétique international lorsqu'il s'agit du signifiant oral. Hein, mais c'est une abstraction. On ne note pas les propriétés acoustiques réelles du son produit lors de la prononciation d'un mot. Hein. Le signifiant est donc une abstraction. Le signifié également est une abstraction, ça c'est assez immédiat et évident à penser, disons, puisque c'est le sens du mot, plus ou moins, c'est quelque chose d'abstrait. Donc c'est important, ça, l'ensemble du signe est une entité purement psychique. Il y a ensuite des manifestations, des réalisations du signe qui nous font sortir de la sphère mentale, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, pour Saussure, on est dans un champ qui est entièrement psychique ou mental. Hein. Le signe est une entité mentale. Une propriété remarquable qu'on a beaucoup retenue dans l'histoire de la lecture de Saussure sur le lien entre le signifiant et le signifié, c'est que précisément il n'y a pas de lien. C'est que le rapport entre le sens du mot arbre et le signifiant arbore ou arbre, il n'existe pas. Il n'y a pas de lien, le lien est arbitraire, hein, il n'y a pas de rapport logique pour Saussure entre le signifiant et le signifié. Alors, ça c'est un point qui pourrait être longuement discuté sous au moins deux aspects, mais je vais juste les annoncer, mais je ne les développerai pas aujourd'hui. D'une part, comme on l'a vu, certaines unités lexicales sont polylexicales. Et donc on peut plus ou moins deviner le sens du mot à partir des unités qui le composent. Hein. Bon, c'est ce que Saussure appelle la motivation relative. Par exemple, il va nous dire 10 est arbitraire, hein, puisqu'il n'y a pas de lien nécessaire entre le son, entre l'ensemble de la suite de phonèmes 10 et le sens 10, hein, le sens du nombre 10. Mais en revanche, si je connais le mot 10, si je connais le signe 10, si je connais le signe 9, je peux comprendre le signe 19, même si je ne l'ai jamais entendu. Bon. Comment je peux comprendre ce mot ? Eh bien parce que j'ai, par un procédé combinatoire, associé le sens de 10 et le sens de 9. Il se trouve que dans notre langue, 19, ça veut dire 10 plus 9. Ça pourrait signifier 10 fois 9, hein, mais on ne fabrique pas les dizaines comme ça dans notre langue. Mais 19, ça veut dire 10 plus 9, donc voilà. Donc il faut avoir entendu 10, il faut avoir entendu 9, et puis il faut avoir au moins entendu 17 ou 27, ou quelque chose comme ça, pour comprendre le système d'association. Bien, ça c'est de la motivation relative. Donc,
ça n'élimine pas l'arbitraire absolu des éléments composants. Hein, il faut bien, dans l'esprit de Saussure, 10 est arbitraire, 9 est arbitraire, mais 19 n'est pas complètement arbitraire. Hein, encore une fois, pourquoi il n'est pas encore pas complètement arbitraire? Parce que je peux découvrir le signifié à partir du signifiant. Par exemple, il est tout à fait possible, je vais vous dire un mot que peut-être vous n'avez jamais entendu. Vraiment, un mot que vous n'avez jamais entendu, que vous entendrez aujourd'hui pour la première fois. 3 588 492. Il est tout à fait possible que vous n'ayez jamais entendu ce mot. Bien, ça ne vous empêche absolument pas de le comprendre parfaitement. Bon, pourquoi? Parce que vous connaissez le système combinatoire qui permet d'associer les différents noms de nombres pour fabriquer un nom de nombre complexe. Bien. Donc vous avez bien deviné le sens, vous avez deviné le signifié à partir du signifiant, à partir donc d'une connaissance élémentaire des signifiants. C'est précisément ça que veut dire l'arbitraire absolu. L'arbitraire absolu, ça veut dire que c'est absolument impossible de deviner le sens du mot 10 si on ne vous l'a pas appris avant. D'accord? Hein? Donc l'arbitraire relatif, ça renvoie à une forme de combinatoire, tandis que l'arbitraire absolu renvoie à une sorte d'apprentissage d'une convention linguistique. Bien. Alors, il est d'usage de dire que, parce que c'est comme ça que les choses sont présentées dans le cours de linguistique générale, mais encore une fois, la question de l'arbitraire n'avait pas spécialement ce rôle pour Saussure. D'ailleurs, il a fait d'autres travaux qui montraient que sa pensée sur l'arbitraire était beaucoup plus subtile que celle qui se dégage, disons, du livre, le cours de linguistique générale. L'arbitraire est présenté comme le premier principe de la linguistique. D'ailleurs, dans beaucoup de manuels de sémantique, les manuels dont je vous parlais la dernière fois, vous trouvez ça au début du manuel. Voilà, il n'y a pas de lien entre les mots, enfin entre les sens et entre les signifiants et les signifiés. Il n'y a pas de lien. Bon. Ok, donc, repartons de cette idée. Il y a d'un côté l'arbitraire relatif, de l'autre côté l'arbitraire absolu. Maintenant, dire que l'arbitraire absolu est le premier principe de la linguistique générale, c'est quand même dire que c'est la chose la plus importante. Est-ce vraiment le cas? Quand vous prenez l'ensemble des noms de nombres, prenons un sous-système de signes. Je prends un sous-système de signes, dans l'ensemble de tous les signes qui existent, les mots qui existent, je prends les noms de nombres. Bien. J'ai besoin d'unités qui relèvent de l'arbitraire absolu, donc de conventions, pour fabriquer des nombres. J'en ai besoin de combien? Bon, une petite vingtaine. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À partir de 17, c'est déjà une combinaison. 18, je l'ai déjà. 19, je l'ai. Ensuite, j'ai besoin de 20. 21, je l'ai. 22, je l'ai. 23, je l'ai. Après, 30, etc. Bon, mettons, il faut 25-30 conventions, 25-30 mots de base, pour fabriquer combien de signes au total? Une infinité. Avec une trentaine de noms de nombres que je dois apprendre, je fabrique une infinité de noms de nombres. Donc, quand vous mettez en proportion le nombre de signes arbitraires et le nombre de signes relativement motivés, vous voyez que l'importance de l'arbitraire, elle tend vers zéro dans un système de signes comme celui-ci. Donc, ce qui est important, au fond, dans le fonctionnement des langues, la motivation relative, elle est extrêmement importante, puisque c'est là où il y a tout le caractère systématique, toute la systématicité des langues. Imaginez un peu une langue où il n'y aurait pas de motivation relative. Imaginez ça pour les nombres. Imaginez qu'il faille un mot différent pour chaque nombre. Il n'y a pas de système de numération. Je veux dire, c'est inimaginable.
De même pour les autres mots, qu'il s'agisse de substantifs, de verbes, etc. Vous savez très bien, on y reviendra à un autre cours, qu'il y a des procédés de formation, des préfixes, des suffixes, etc., qui permettent de fabriquer des mots nouveaux à partir d'éléments de base. Hein, je ne sais pas, à partir de constitution, je peux fabriquer constitutionnel, anticonstitutionnel, anticonstitutionnellement. Hein, j'ai des éléments de base et d'autres éléments que j'ajoute. Donc la motivation relative est extrêmement importante et elle met en jeu donc une combinatoire. Bien, donc tout ça pour dire que cette notion d'arbitraire, donc le fait que les significations et que les signifiés et les signifiants n'ont pas de lien entre eux, c'est quelque chose qui est juste, hein, mais qui est relativement marginal, pas très intéressant pour la linguistique. On peut en faire une sorte de dogme philosophique, mais ce qui va être intéressant en linguistique, c'est justement tout ce qui n'est pas arbitraire. Oui. Mais c'est marginal, mais c'est essentiel pour la motivation par Oui, c'est marginal quantitativement, je veux dire. Hein, c'est marginal quantitativement, mais on a besoin de ces briques de base, ça, tout à fait d'accord. Hein, oui. Alors, donc ça, c'est une première forme de critique du concept d'arbitraire, du signe, qui repose sur l'importance relative accordée à l'arbitraire absolu et à l'arbitraire relatif. Bien. Maintenant, il y a une autre forme de contestation de l'arbitraire qui est de dire que dans certains cas, il y a vraiment un lien direct entre les sons et les significations. Bon, ça, je le laisse de côté pour l'instant, je donne juste un tout petit exemple. Quand vous regardez des livres d'enfants, on dit toujours Mimi la petite souris. Vous ne trouverez jamais Momo la petite souris. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à des choses petites. D'accord ? Donc il y a des liens, et ça, bon, c'est un peu compliqué, mais on peut montrer qu'il y a dans certaines zones du lexique des liens entre le son I et ce qui est petit, étroit, léger, proche. Pourquoi ? Parce que quand vous prononcez un I, vous avez la bouche très fermée, le passage de l'air est très étroit. Et lorsque vous prononcez un A, vous avez quelque chose de grand, large, lourd, lointain. En français, ici, là. Bon, bref. Ça, c'est un point que je développerai un peu plus tard parce que c'est un point important et qui est complètement occulté de la sémantique contemporaine quasiment. Mais qui est en train d'être redécouvert dans la recherche contemporaine. Alors maintenant, donc ça c'était pour illustrer un peu, disons, et vous rappeler la mémoire, parce que en troisième année, vous avez forcément à un moment donné vu signifiant, signifié, ça me paraît impossible que ce ne soit pas le cas. Donc vous rafraîchir un peu la mémoire sur la conception saussurienne du signe. Mais c'est vraiment quelque chose de très original, la conception saussurienne du signe, encore une fois, parce qu'en raison de sa conception différentielle du signe dans le cadre de la théorie de la valeur, Saussure n'a pas besoin du référent pour définir l'ensemble des signes. Bien. Ça s'oppose, alors là, bon, vous pourrez lire ça sur votre ordinateur dans la diapositive, ça s'oppose à ce qu'on appelle le triangle sémiotique, qui lui, en revanche, existe depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, hein, qui est vraiment la pensée mainstream au sujet du signe. C'est qu'il n'y a pas deux éléments, signifiant et signifié. D'ailleurs, c'est un peu absurde ici d'indiquer signifié et signifiant, c'est un peu l'équivalent, disons, hein, mais comme par principe signifié et signifiant se définissent dans un système binaire, ça n'est pas très pertinent de le faire apparaître dans un triangle comme celui-ci. Mais en gros, dans le triangle sémiotique,
Là, j'emprunte cette formulation bien pratique à un article de Hébert que vous pourrez lire ici, mais ça n'est pas obligatoire, hein, c'est si vous avez la curiosité là-dessus. Vous voyez que on a trois pôles, donc. Hein. Le pôle des choses, ici, alors qui va s'appeler référent, chose, res chez saint Thomas d'Aquin, objet chez Peirce, dénotatum, thing, bedeutung chez Frege, dénotation, extension, bref. Donc là, c'est le pôle des choses, hein, des choses réelles, des choses qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire, des choses? Bon, c'est un peu compliqué, le concept de choses, mais admettons, pour simplifier, c'est ce qui existe indépendamment de l'être humain. Hein. Ensuite, vous avez le pôle des significations. Donc, admettons le signifié chez Saussure. Chez Aristote, ce sont les états d'âme. L'intellectus chez Boès, le conceptus chez Thomas d'Aquin, l'idée, l'interprétant chez Peirce, etc. Vous voyez la référence chez Ogden et Richards. Il faut faire attention parce que là, du coup, le terme de référent, il est utilisé la plupart du temps plutôt pour parler du pôle des choses. Bref, toutes sortes de termes pour parler du pôle de la signification. Et enfin, vous avez le pôle de l'aspect, entre guillemets, matériel du signe, c'est-à-dire les sons qu'on entend lorsqu'on parle, ou les mots que je vois écrits lorsque je lis, ou les gestes que je vois dans le cas du langage gestuel, par exemple, des sourds-muets. Donc ici, on parle de signifiant, de parole, de vox chez Boès ou saint Thomas d'Aquin, le signe chez Peirce, le représentamen aussi, Peirce il utilise le terme de signe à la fois pour désigner l'ensemble, mais aussi pour désigner uniquement le représentamen, le symbole, etc., etc. Bien. Donc vous voyez que là, on a quand même trois éléments qui sont mis en relation avec cette idée que les mots de toute façon servent pas juste à parler des mots, hein. Les mots servent à parler des choses. Si je parle d'un chien qui aboie, c'est pas le mot chien qui aboie, hein. C'est bien le chien désigné par le mot chien. Bon. Donc, je parle bien de quelque chose qui est en dehors du linguistique. Alors, pour pouvoir comprendre un peu les enjeux de ces liens entre les concepts, les signifiants, enfin pas les concepts, entre disons le pôle des choses du monde, le pôle des significations et le pôle des signifiants, disons, il faut essayer d'être un peu au clair sur une sorte d'ontologie minimale. Ce que j'appelle une ontologie minimale, c'est vraiment dire de quoi on a besoin quand on fait de la linguistique. En gros, hein, c'est très grossier ce que je vais vous expliquer là, de quel genre d'entité on a besoin. Alors, on a besoin d'abord d'un premier monde que je vais appeler le monde mental, abrégé MM, le monde mental, qui est fait de quoi? De représentations, de concepts, de représentations, hein, ça peut être de représentations visuelles, sonores, tout ce que vous voulez, ça peut être d'images, hein, des concepts, des signifiés, des signifiants. On a vu que signifiés et signifiants étaient des entités mentales. Donc, pour parler de tous ces composants du signe, c'est clair qu'on a besoin d'un monde mental. Ça, c'est un monde dont on est sûr, le monde mental. C'est un peu comme la problématique de la compréhension. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes sur les choses qui vous sont extérieures. Vous pouvez, je ne sais pas moi, promener en forêt, vous voyez un champignon, vous pouvez avoir un doute sur le fait que ce champignon est vénéneux ou s'il est comestible, bien, par exemple. Mais vous avez assez peu de doutes sur la réalité de votre vie mentale. Votre monde mental, il vous habite, il y a une certaine forme de certitude autour de l'existence de ce monde mental et des opérations qui s'y déroulent. Alors, pas une conscience pleine, hein, la psychanalyse est passée par là, mais il y a quand même un certain nombre de choses dont on est
plus ou moins conscient, on peut même finir par être conscient de choses qu'on a faites plus ou moins inconsciemment, mais rétrospectivement. Bon, il y a un monde mental, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus certaine, c'est la chose de départ. S'il y a un homme, s'il y a un être humain, il y a un monde mental. Ensuite, il n'y a pas que la pure pensée dans la vie, il y a aussi le corps. Donc, je vais dire qu'il y a un monde que j'appelle extramental corporel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le corps. Alors je dis extramental au sens où c'est plus que du mental, parce que, évidemment, il y a peut-être aussi quelque chose de mental là-dedans, mais peu importe, ce qui m'importe ici, c'est de vous exposer ce que j'inclus dans ce monde-là. Dans ce monde, j'inclus toute la dimension corporelle du langage. C'est-à-dire, quand je parle, je bouge les mâchoires, les lèvres, la langue, etc. D'ailleurs, je peux souffrir de certaines maladies ou d'avoir certains déficits qui empêchent ces processus. Donc il y a bien des processus corporels qui sont mis en jeu dans l'acte de langage. Il y a des processus acoustiques, visuels, gestuels. Encore une fois, non seulement il y a une gestualité qui accompagne la plupart du temps nos paroles, mais il y a dans certains cas, et je l'évoquais tout à l'heure, dans le langage gestuel des sourds-muets, la LSF, il y a une gestualité qui est primordiale, et qui d'ailleurs est très souvent pas arbitraire. Il y a une grande iconicité dans la gestualité du langage gestuel. Bon, et on peut même considérer que les supports cérébraux des processus mentaux sont des processus corporels. Je veux dire, parce que, bien sûr, vous avez des pensées, vous avez des représentations, vous avez un monde mental. Mais si on vous enlève votre cerveau, vous n'aurez plus de monde mental. Il y a des chances. Donc, ça veut dire que le monde mental, il est aussi porté par le corps. Mais pas seulement, d'ailleurs, par le cerveau. Bon, donc, on a besoin, pour décrire le langage, aussi d'un monde extramental corporel. Et enfin, on a besoin d'un monde extramental extracorporel, c'est-à-dire le monde qui est déconnecté de notre corps. C'est-à-dire le monde, si... C'est simple, pour comprendre ce que ça veut dire, ce monde extramental extracorporel, on vous désintègre, et le monde extramental extracorporel, c'est tout ce qui reste autour. C'est simple, tout ce qui existe indépendamment de vous. Bien. Alors ça va nous être utile pour établir des liens entre le langage et ce qui est en dehors du langage. Dans ce monde extramental extracorporel, on peut intégrer également toutes les dimensions sociales du langage. Le fait qu'il existe des groupes, des modes, des dialectes, enfin bref, toutes sortes de paramètres qui interviennent. Alors, comment on articule ces différents mondes? En fait, leur articulation implique en quelque sorte ou caractérise des orientations théoriques. Alors, pour simplifier à l'extrême, on peut distinguer 3 orientations théoriques. Il y a le dualisme, cartésien par exemple, qui consiste simplement à dire que d'un côté il y a le monde mental, la res cogitans, qui est séparé du reste, c'est-à-dire à la fois du monde extracorporel et du monde extramental corporel et du monde extramental extracorporel, c'est-à-dire du monde des choses. Sachant que tout ça, l'ensemble, c'est de la res extensa, donc que le monde du corps est inclus dans le monde, au fond, extra-corporel. Bien, donc ça c'est une figuration simpliste, très simpliste bien sûr, du dualisme. Le naturalisme, à l'inverse, lui, va considérer que
tout est naturel ou physique quelque part. Hein. Donc, que c'est le monde extracorporel, extramental, extracorporel, le monde des choses, si vous voulez, le monde des choses objectives ou naturelles, qui est le monde englobant, et que tout ce qui fait partie du corps y est intégré, et que le monde mental n'est qu'une sous-partie de ce qui fait partie de mon corps. Que je peux donc décrire le monde mental à partir de processus objectifs naturels. Bon, là aussi c'est une représentation assez sommaire, mais qui caractérise quand même une grande famille de naturalisme. Enfin, il y a une autre perspective qui est à la fois celle de la phénoménologie, celle de la cognition incarnée, embodiment, ou grounded cognition, qui, elle, considère que le corps est une sorte de lien entre les deux autres mondes. Hein. C'est-à-dire, c'est cette idée que ce qui est dans notre esprit, le monde mental, dépend aussi de notre corps, n'est pas quelque chose de complètement platonicien, abstrait, etc. Mais que la structuration de notre monde mental dépend de certaines propriétés de notre corps, voire de notre environnement. Donc il y a des liens, même s'il y a cette idée que, et c'est ce que figure un peu cette intersection imparfaite entre les trois mondes, il y a aussi une sorte de légitimité du corps en tant que tel. C'est-à-dire il y a des processus du corps corporels qui ne sont pas des processus purement mécaniques. Hein. Le fait d'avoir un corps, c'est pas juste avoir de la chair sur des os. Donc on a trois choses vraiment, c'est-à-dire un corps qui est une entité propre, un monde mental qui est une unité propre mais qui a des liens avec le corps, et il y a un environnement extérieur qui affecte à la fois le corps et le monde mental. Donc ça c'est plutôt l'orientation que je choisirais. Et lorsqu'on inclut là-dedans les entités qui sont utiles pour le langage, eh bien vous voyez que du côté du monde mental, on va mettre les signifiés, les concepts, les signifiants, les graphèmes. Du côté du monde extramental corporel, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle parfois les phones, c'est-à-dire dans l'articulation verbale, les sons vraiment prononcés, enfin l'articulation, plutôt d'un point de vue articulatoire, les gestes que je fais en articulant, les gestes que je fais lorsque j'utilise un langage gestuel, l'écrit, hein, le fait d'écrire, qui engage aussi mon corps. Hein. Regardez la difficulté d'apprentissage de l'écrit chez les enfants au cours préparatoire. Hein. C'est tout un apprentissage moteur extrêmement complexe d'apprendre à écrire. Bref, donc il y a une maîtrise corporelle là-dedans, qui est bien sûr liée à une maîtrise mentale, puisqu'il faut avoir repéré les graphèmes en tant qu'abstraction pour être capable de les écrire et d'avoir une motricité fine suffisante pour pouvoir les écrire. Et ensuite, il y a bien sûr les références, c'est-à-dire tout ce qui existe indépendamment de moi, mais qui est susceptible de m'affecter, qui sont donc les entités, les événements, etc., qui peuvent se produire. Alors, un exemple qui détaille un tout petit peu cette notion de cognition incarnée sous la dénomination ici de grounded cognition. Vous voyez, je ne veux pas insister longuement, hein, mais c'est pour illustrer d'une manière un peu plus précise. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, d'ailleurs lire l'article d'où j'ai extrait ce schéma. Donc, vous avez au centre là les domaines classiques de la cognition, l'attention, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, la connaissance, la catégorisation, le langage, hein, c'est ça qui va nous intéresser, le raisonnement, la pensée, bon, tout ça c'est une espèce de mélange, mais bon, enfin voilà, ce sont les domaines classiques de la cognition. Et l'idée, c'est que tout ça, c'est lié à la fois des modalités, c'est pas tout à fait la même chose selon qu'on est dans des
cas de perception externe ou de perception interne. Hein. L'environnement physique qui est extérieur peut jouer un rôle également. Les entités ne vont pas tout à fait fonctionner de la même façon, ce sont des artefacts, des choses naturelles, etc. etc. L'environnement social, bien sûr, va jouer un rôle, et surtout, pour la problématique de l'embodiment, eh bien, le corps et les processus moteurs vont également affecter ces processus cognitifs. Ce qui, en résumé, peut être dit de la façon suivante. Les théories de la cognition, donc grounded, c'est-à-dire, on peut dire incarnées, c'est le plus simple, mais je pense que l'origine de cette expression vient de Peirce en particulier, mais enfin bref, peu importe. Donc ces théories de la cognition assument que tous les phénomènes cognitifs, y compris ceux que l'on considère traditionnellement comme la caractéristique de la cognition amodale, donc amodale en quelque sorte sans support, hein, comme le raisonnement, la numération et le langage, sont finalement ancrés dans et émergent de une variété de processus corporels, affectifs, perceptuels ou perceptifs et moteurs. Hein, donc il y a quand on parle du monde mental ou de processus cognitifs, il ne faudrait pas s'imaginer ces processus cognitifs comme de pures abstractions. Ce sont des processus qu'on peut décrire comme de pures abstractions, mais qui dans leur réalité sont liés à toutes sortes d'aspects de notre vie corporelle et sociale d'ailleurs. Bien, alors, si maintenant on essaye de caractériser une unité lexicale avec tous ses composants. Je vais vous expliquer ça et ensuite on fera une petite pause. Donc, l'unité lexicale, par exemple, homme. Bien. Alors, il y a d'abord le signifiant que j'ai écrit ici en alphabet phonétique international, homme, qui appartient donc au monde mental. Ça, le signifiant, c'est une abstraction. Ensuite, il y a soit la réalisation, soit la perception du signifiant. Donc, quelqu'un prononce le mot ou écrit le mot, ou bien quelqu'un entend le mot ou lit le mot. Bien. Dans ce cas-là, pour un même signifiant, je vais avoir des réalisations ou des perceptions très variées. Hein. Si je prends simplement le pôle de la réalisation, pour prononcer le mot homme, bon là c'est un peu difficile de faire varier la prononciation, mais à la limite, si vous prenez une phrase quelconque, je peux parler rapidement, lentement, avoir une voix grave, aiguë, etc. Il y a toutes sortes de variantes de prononciation qui sont plus ou moins marquées sociologiquement, mais dans tous les cas, j'aurai le même signifiant. Hein. J'ai pris homme, mais si j'avais pris par exemple le cas du R, un mot avec R en français, hein, une rue par exemple, ben, que vous prononciez une rue avec un R standard, ou avec un R uvulaire, ou avec un R bourguignon, etc. Bon, bah, ce sera toujours le signifiant rue au plan de la langue. Hein, ça correspondra toujours au même signifiant. Bref. Donc, la réalisation est multiple, et pour le côté graphique, c'est encore plus évident. Hein, la réalisation graphique d'un mot, je vous demande à chacun d'écrire le mot homme sur une feuille. Ben, je vais avoir, évidemment, si je considère le dessin que représente votre écriture du mot homme, je vais avoir des écritures toutes différentes. Hein. Donc on voit bien que la réalisation du signifiant, elle est multiple. Et donc, elle est multiple et elle appartient à la fois au monde corporel, dans sa réalisation, et dans son résultat au monde extramental, extracorporel. Hein.
Elle appartient au monde corporel parce que lorsque je parle, je mets en jeu certaines aptitudes corporelles. Lorsque j'entends, je mets en jeu certaines aptitudes perceptives. Idem lorsque j'écris ou lorsque je lis. Mais le résultat, le mot écrit, le mot écrit par exemple, il appartient, il est dans le monde, comme en tant que, il existe d'une certaine façon en tant que simple entité du monde extérieure à moi. Donc la réalisation et la perception du signifiant, ça appartient à ces deux mondes. Le signifié, alors bon, si on résume les deux grandes acceptions du mot homme en français, vous avez homme au sens espèce animale, la plus développée, sans considération de sexe. Donc, c'est l'homme au sens de être humain. Alors, si vous avez une perspective saussurienne de théorie de la valeur, vous aurez ici homme qui s'oppose à animal, vous aurez un ensemble qui est séparé par une opposition entre homme et animal. Bon. Dans le monde grec, par exemple, c'est un peu différent. Les dieux, par exemple, font partie de la catégorie de zone, etc. Enfin bon, bref. Et vous avez l'autre sens, donc ça, j'appelle ça le SEM 1. Les SEM, ce sont les unités de définition. Là, j'ai besoin d'une unité de définition, d'une caractéristique définitoire, si vous voulez. Et le deuxième sens, mâle, adulte de l'espèce humaine, vous voyez que j'ai un sous-ensemble de l'espèce humaine. Donc j'ai besoin pour définir homme dans ce deuxième sens du SEM 1, espèce humaine, mais j'ajoute deux autres SEM, le SEM 2 et le SEM 3, le fait que ce soit mâle et le fait que ce soit adulte. Et dans ce cas-là, homme ne s'oppose plus dans une sorte de théorie différentielle du signe à animal, mais à femme et à enfant. Donc on a une sorte de chose qui n'est pas du tout obligatoire dans d'autres. Pour le référent, vous remarquerez, bon là j'ai pris la fiche du film Un homme idéal, vous remarquerez que pour faire passer le mot homme, pour faire en sorte qu'il désigne une chose du monde, j'ai besoin d'un déterminant. J'ai besoin de dire un homme, cet homme, l'homme qui est ici, etc. D'accord ? Donc, ici, mais ça on en reparlera lorsqu'on parlera des unités grammaticales. J'ai besoin d'un déterminant pour renvoyer à un homme particulier, qui appartient au monde. Normalement, si je dis cet homme est entré, je renvoie bien à quelque chose qui m'est totalement extérieur. Donc ça fait partie du monde extramental, extracorporel. Bien. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une chose, mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est ni mon corps ni ma pensée, d'accord ? C'est autre chose. Bien. Alors évidemment, dans certains cas, je l'ai précisé ici, le référent peut être imaginaire. Par exemple, si vous parlez d'une licorne ou du Père Noël, une licorne c'est un animal fabuleux, le Père Noël. Bon, je suis désolé de le dire à ceux qui y croiraient encore, mais ça n'existe pas. Donc, ici, et pourtant vous pouvez très bien parler d'une chose qui n'existe pas en disant des choses tout à fait sensées. Par exemple, si on vous montre un dessin d'une vache, vous pouvez dire ça n'est pas une licorne. Vous pouvez dire aussi ça n'est pas le Père Noël. Bon, donc même si c'est imaginaire, c'est quand même un imaginaire qui, comme l'indique son mot, véhicule une image, véhicule quelque chose qui traverse une culture, qui existe, qui a des propriétés. Le Père Noël, il a une certaine représentation, il est habillé en rouge, il a une barbe blanche, et voilà, il fait des trucs au moment de fin décembre et tout ça. Bon, donc il y a une sorte de représentation, même si elle est imaginaire, mais qui correspond à une réalité mentale. Donc le référent, il peut très bien être purement imaginaire, donc appartenir au monde mental. Maintenant, on va comprendre un petit peu mieux le lien avec entre signifié et concept. En fait, j'ai deux concepts là, alors que j'ai un signifié. J'ai un concept espèce humaine et j'ai un concept homme au sens qui n'est pas être humain de sexe masculin, mâle.
Donc, voyez qu'il n'y a pas de superposition, forcément, entre le signifié et le concept. Ici, mon signifié, il renvoie à deux concepts, autrement dit à deux catégories. Une catégorie très générale, la catégorie des êtres humains, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs sous-catégories, dont la sous-catégorie homme. Bien, voilà, alors si vous voulez bien, on va faire une petite pause et reprendre dans 5-10 minutes.